La réalité est qu'en pratique, la politique est que nous établissons les règles pour les États-Unis. Nous établissons les règles et nous les enfreignons quand nous le voulons, quand nous le pouvons, quand cela sert ce que nous croyons être nos intérêts géopolitiques. Beaucoup de messages et de médias différents de la Maison-Blanche et du Congrès, ainsi que des médias américains et des médias alignés ailleurs dans le monde, disent, comme vous l'avez mentionné, que lorsque les Russes bombardent un hôpital, c'est terrible, ce qui est vrai. Quand Israël bombarde un hôpital, ce qu'il a fait de nombreuses fois à Gaza l'année dernière, c'est regrettable. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai le grand privilège de parler à un penseur fantastique sur la guerre, la paix et les forces qui créent les deux. J'ai avec moi Norman Solomon, qui est un journaliste américain, critique des médias, activiste et écrivain. Son dernier livre est une véritable œuvre maîtresse et mérite beaucoup d'attention. Il s'intitule War Made Invisible, How America Hides the Human Toll of its Military Machine. Et il fait suite à de nombreux autres ouvrages, tels que War Made Easy, How Presidents and Pundits Keep Spinning Us to Death. M. Solomon est également le fondateur et directeur exécutif de l'Institute for Public Accuracy, un consortium de chercheurs et analystes politiques. M. Solomon, bienvenue. Mr. Solomon, welcome. Merci beaucoup. C'est vraiment bien d'être avec vous. Eh bien, merci d'avoir pris le temps, car vous avez écrit ce livre fantastique. Et j'ai regardé les autres œuvres que vous avez créées. Vous êtes quelqu'un qui prête beaucoup d'attention à la manipulation médiatique et à la façon dont la guerre est vendue aux gens, n'est-ce pas? Dans mon analyse jusqu'à présent, je dois dire que les États-Unis sont maîtres dans l'art de créer des récits très doux, confortables, charmants, autour de la pire chose au monde, qui est la guerre et le fait de tuer des gens avec des bombes massives et des munitions, etc. Pouvez-vous peut-être, pour commencer, nous dire quels sont les principaux outils narratifs que vous explorez également dans votre livre, qui sont utilisés pour vendre la guerre à grande échelle? Ces outils de narration maîtresse sont particulièrement efficaces et omniprésents aux États-Unis. Après tout, c'est le travail de vente le plus facile dans son propre pays, lorsque toutes sortes de nationalisme et de chauvinisme peuvent être mobilisés consciemment et de manière plus subtile. Ces outils impliquent l'inculcation dès le plus jeune âge de nombreuses suppositions que les gens ont, comme la croyance que les États-Unis sont une lumière pour les nations du monde, et que bien que parfois imparfaits, les États-Unis sont fondamentalement un pays bienveillant. La domination de certains médias, ainsi que l'énorme plateforme dont bénéficient les présidents, les membres du Congrès et les membres du cabinet, contribuent tous à cette efficacité, même s'il est vraiment difficile de vendre quelque chose qui, avec le temps, contraria les gens et semble être annoncé. Et donc, juste pour donner un exemple, s'il y a la guerre du Golfe en 1991, les États-Unis gagnent en 6 semaines. Selon le Pentagone plus tard, 100 000 Irakiens sont tués. C'est une vente assez facile à faire que la guerre était une chose bonne et positive. Alors qu'en revanche, la guerre du Vietnam dure 9 ou 10 ans. Beaucoup d'Américains meurent. Il n'y a pas de capacité à revendiquer la victoire. Ensuite, le public américain, malgré les outils de propagande disponibles, peut bien se lasser et dans certaines des voies qui existent pour la pression démocratique, exercer finalement des changements dans la politique gouvernementale. Et je veux dire, le rôle des médias est évident dans tout ce processus. Mais ce n'est pas seulement les médias, n'est-ce pas? C'est aussi la manière dont certaines institutions, comme les think tanks,
les attachés de presse, etc., s'interconnectent avec les membres du cabinet et du Congrès, comment ils discutent de ces questions avec leur choix de mots. On voit cela dans chaque guerre, où vous avez certains récits très populaires qui servent ensuite d'excuses et d'explications, le plus notoirement, bien sûr, les armes de destruction massive, et ils sont répétés si souvent. Pouvez-vous peut-être parler de ces événements singuliers qui sont ensuite utilisés pour vendre essentiellement tout ce qui suit? Comme vous le dites, une excuse et une explication et des façons dont la répétition est si centrale pour faire passer le message. Et je vais donner un exemple. Si l'on est un Américain qui regarde beaucoup la télévision, on ne va pas voir qu'une seule publicité de McDonald's, on va en voir beaucoup. Et c'est parce que ceux qui vendent les Big Macs et ainsi de suite comprennent que l'essence de la vente, l'essence de la propagande, pourrait-on dire, est la répétition. Donc le message contraire occasionnel, même si ne sera pas aussi efficace. Et dans chaque guerre que les États-Unis ont menée, et il y en a eu beaucoup, certainement de notre vivant, il y a eu certains thèmes qui se répètent encore et encore. Comme vous le dites, ce qui s'est avéré être absolument faux, les prétendues armes de destruction massive en Irak, il est difficile pour la vérité de rattraper son retard ou de faire une différence, même après qu'elle ait été exposée comme un mensonge. Bien sûr, dans ce cas, comme c'est si souvent le cas, c'est après coup, c'est trop tard. Et je pense que c'était Mark Twain qui a dit qu'un mensonge peut faire le tour de la moitié du monde avant que la vérité n'ait mis ses bottes. Et c'est la répétition. Et juste au cours de ma propre vie, dans mes débuts à la mi-70, la guerre du Vietnam a été vendue avec l'idée que les communistes du Nord-Vietnam tentaient de vaincre le Sud par la force, sans que certains faits soient partagés. Et comme l'a dit Aldous Huxley, et je le cite dans le livre, le silence peut être la forme la plus puissante de propagande et de tromperie. Le silence est une forme de mensonge. Et donc déformer l'histoire du Vietnam, ou simplement omettre les politiques réelles des États-Unis, et avant eux les Français, et avant eux les Japonais, en termes de ce qui a été fait aux gens au Vietnam, était une façon de dire que l'histoire n'a pas d'importance. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a de mauvaises personnes là-bas. Nous les appelons communistes, et par conséquent, il est nécessaire de faire la guerre. Ensuite, vous avancez rapidement jusqu'au moment où les États-Unis ont dépassé ce qui était, de manière désagréable, surnommé le syndrome du Vietnam, c'est-à-dire l'hésitation à s'engager dans une grande guerre au nom des États-Unis. Mais pendant la présidence de Ronald Reagan, dans les années 1980, progressivement, l'infrastructure militaire et politique des États-Unis a commencé à, pour ainsi dire, se mouiller à nouveau les pieds et à s'enfoncer de plus en plus dans les profondeurs de la guerre. Et donc, il y a eu l'invasion américaine de la petite île de la Grenade, basée sur un mensonge complet selon lequel les étudiants en médecine sur l'île étaient en danger. J'ai parlé à l'un d'eux qui, comme beaucoup d'autres, a dit que c'était faux. Puis en 1989, l'invasion américaine du Panama, où un ancien partenaire coopératif avec la Central Intelligence Agency des États-Unis, Manuel Noriega, lorsqu'il s'est retourné et n'était plus aussi conforme à la politique étrangère américaine, tout d'un coup, le fait qu'il soit un trafiquant de drogue devient un sujet de discussion. Vous savez, il y a eu beaucoup de discussions dans les années 1990 sur l'Irak. Oui, l'invasion de l'Irak au Koweït était une mauvaise chose. Certaines choses ont été inventées, comme une fabrication complète selon laquelle les troupes irakiennes auraient arraché des bébés des incubateurs à l'hôpital de Kuwait City, ce qui a contribué à créer un élan. Mais beaucoup d'omissions, encore une fois en termes de ce qui se passe, sont une présentation embellie, un effort de relations publiques,
pour que les gens se sentent bien, non seulement à l'idée d'entrer en guerre, mais aussi après. Selon le Pentagone, 100 000 personnes ont été tuées par l'armée américaine en 6 semaines pendant la guerre du Golfe de 1991. Il s'agissait d'Irakiens, y compris ceux qui étaient des troupes se retirant du Koweït. La terrible expression utilisée à leur sujet alors qu'ils se retiraient, retournant en Irak parce qu'ils étaient chassés du Koweït, était appelée un tir au pigeon. Ils étaient traités comme de simples oiseaux au sol, et les avions, les hélicoptères, et ainsi de suite, de l'armée américaine, les abattaient alors qu'ils se repliaient. Ensuite, vous passez à la guerre en Afghanistan, l'invasion de 1999 ou l'invasion de 2001, et très peu de culpabilité de quiconque en Afghanistan à part Al-Qaïda pour l'attentat terroriste du 11 septembre. Et puis, comme vous l'avez mentionné, Pascal, les armes de destruction massive, mythiques en Irak, étaient le principal prétexte pour l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis, avec des résultats terribles, des centaines et des centaines de milliers au moins, qui sont morts directement et indirectement dans cette guerre. Et depuis, nous avons eu d'autres récits. Et je pense qu'une grande partie de cela est un récit. C'est raconter une histoire de nous devons intervenir et sauver. Et cela signifie que nous devons souvent intervenir et tuer, car l'idée est que si vous tuez suffisamment de personnes, vous allez résoudre le problème. Mais en plus du massacre qui a lieu régulièrement de nombreux civils et des effets négatifs en cascade, la situation empire en conséquence. C'était vrai en Irak, et l'intervention des États-Unis en Libye a essentiellement détruit le tissu de la société. Oui, c'était un dictateur, Muammar Kadhafi, et pourtant, pour ainsi dire, la métastase du conflit là-bas a abouti à l'État islamique, à un effondrement de toute la société en Libye. Et nous devons encore faire face, ou plutôt, les gens au Moyen-Orient doivent encore faire face aux terribles conséquences qui en résultent. Mais le triste fait est qu'à la fin de la journée, même lorsque les mensonges sont révélés comme tels et exposés à la vue de tous, tout le monde comprend, aux États-Unis, en Europe, que les armes de destruction massive étaient un mensonge. Tout le monde comprend que l'incident du golfe du Tonkin était un mensonge. Tout le monde comprend que ces prétextes pour intervenir sont des mensonges. Il y a des guerres où les mensonges ne sont pas aussi exposés. Mais dans certaines d'entre elles, comme très évidemment, très ouvertement, le mensonge de l'incubateur. Et pourtant, les dirigeants de ces guerres sont pardonnés et réhabilités. George Bush Jr. est maintenant, vous savez, un ancien président excentrique, qui dessine des images et est même de retour dans les médias grand public. Même les libéraux lui ont pardonné et l'ont repris en disant « Oh, vous savez, il a fait ses erreurs. » Mais au final, n'est-il pas mignon? Ce qui me conduit à cette conclusion très triste. Le seul crime de guerre qui vous mène en prison ou vous fait pendre est de perdre une guerre. Si vous êtes le vainqueur d'une guerre, même si tous les crimes sont exposés, vous ne faites face à aucune conséquence. Comment vous expliquez-vous que même après coup, lorsque tout cela est révélé, il n'y a aucune tentative de la part du système américain de rectifier quoi que ce soit ou d'appréhender ceux qui ont menti sous serment au Congrès? C'est l'un des principaux crimes même au sein du système domestique américain. Pourtant, il n'y a pas. Les personnes qui viennent plus tard mettront toujours un bouclier, comme une main devant elles, n'est-ce pas? Même si elles sont de l'autre partie. Comment donner un sens à cela? C'est ce qu'on appelle la justice des vainqueurs. Vous pouvez juger des gens si vous gagnez. Certes, à Nuremberg, après 1945 et l'effondrement du Troisième Reich, il y a eu des procès qui étaient appropriés.
Des personnes ont été condamnées à la prison à vie ou à l'exécution, si je me souviens bien. Il n'y a pas eu de procès pour Hiroshima ou Nagasaki, où 2 bombes atomiques ont été larguées inutilement, même en termes militaires, sans parler de la transgression morale horrifique. Le bombardement incendiaire de Tokyo et de l'Allemagne, le bombardement incendiaire de Dresde, ce furent des crimes de guerre, et cela ne change pas le fait qu'il n'y a pas eu de responsabilité parce que les vainqueurs ont gagné la guerre. Et c'est malheureusement un schéma récurrent. Je dis en partie en plaisantant que plus qu'être capitaliste ou marxiste, je suis un caroliste. More than being a capitalist or a Marxist, I'm a Lewis Carrollist. If you look at the story of Alice in Through the Looking Glass. Si vous regardez l'histoire d'Alice à travers le miroir, où elle parle à Humpty Dumpty, et il est engagé dans toutes sortes de doubles discours. Exaspérée, elle finit par dire « Mais la question est, comment pouvez-vous faire en sorte qu'un mot signifie tant de choses différentes ?» Et Humpty Dumpty répond « La question est, qui a le pouvoir? C'est tout. » Et nous voyons cela se jouer certainement en 2024. Quand vous regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, rendu possible par les vastes et continuelles livraisons d'armes et de munitions militaires américaines à Israël, le massacre de civils continue alors que nous parlons maintenant depuis plus d'1 an à Gaza. Et à volonté, les États-Unis ont également étendu leurs bombardements au Liban. Il y a quelques semaines à peine, Leon Panetta, l'ancien chef de la CIA, ainsi que l'ancien secrétaire à la Défense, a fait une déclaration lors d'une interview sur le réseau CBS. Et gardez à l'esprit que c'était fin septembre 2024, après qu'Israël ait provoqué l'explosion simultanée de milliers de pagés et de talkie-walkies au Liban. Leon Panetta a dit clairement, il a dit sans équivoque, que c'était du terrorisme. Où est la responsabilité si les États-Unis armaient Israël et un État terroriste? Donc il n'y a pas de responsabilité en soi. Et pour aggraver les choses, parce que le gouvernement des États-Unis est si puissant économiquement et militairement, toutes sortes de pressions sont exercées sur d'autres pays. Très souvent, il y a une véritable hésitation de la part d'autres gouvernements à confronter directement la politique étrangère des États-Unis. Oui. Et je veux dire, si vous regardez l'Europe, la façon dont l'Europe suit également le récit des États-Unis, c'est assez ridicule. C'est pourquoi je pense que tous les États européens, y compris la Suisse et ainsi de suite, ne sont que des satellites ou des satellites secondaires et tertiaires. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas besoin d'aller là-bas. La plus grande question qui me préoccupe est le récit actuel, qui est essentiellement construit autour de l'idée que les États-Unis et le système occidental sont égalitaires, inclusifs et équitables. C'est au-delà du racisme, n'est-ce pas? Les races ont été intégrées. Nous aimons tout le monde et tout le monde est accepté. La communauté LGBTQ est intégrée dans les forces américaines. Community is integrated into the US forces. We have all of these beautiful, colorful bombs that then kill people equitably. Nous avons toutes ces belles bombes colorées qui tuent ensuite les gens de manière équitable et inclusive. D'accord. Mais nous avons vécu quelque chose au cours des 3 dernières années, je dirais, où nous avons vu même des commentateurs télé réagir très différemment aux réfugiés venant d'Ukraine, des personnes blanches, blondes, et aux personnes venant du Moyen-Orient, des personnes brunes, noires, aux cheveux foncés. L'autre jour, j'ai vu un extrait où Bari Weiss, je pense que c'est son nom, parlait dans une émission de la cause juive ou israélienne. Et j'ai finalement compris de quoi il s'agit. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit « Regardez, le 7 octobre est pour nous ce que le 11 septembre était pour vous. Et comment est-il acceptable que nous ne puissions pas réagir de la même manière que vous l'avez fait? » Je veux dire, pensez simplement à ce que le 11 septembre a provoqué et combien de guerres ont suivi. Donc, évidemment, nous avons le droit de faire de même. Israël doit avoir le droit de faire de même. Donc, en un sens,
C'est une notion raciste vraiment étrange que les Blancs doivent avoir le droit de tuer les autres. Et l'indignation actuelle d'Israël, pour moi, semble provenir de l'idée qu'il n'a pas le droit de tuer le même nombre de personnes de couleur que les États-Unis ont fait. Et cela semble les choquer. C'est comme, mais nous sommes égaux. Donc nous devons être autorisés à en tuer autant que vous. Remarquez-vous aussi ce genre de racisme implicite, mais profondément enraciné dans le discours sur la guerre et la paix. Cela m'a vraiment frappé alors que je travaillais sur l'écriture du livre « La guerre rendue invisible », que je ne pouvais penser à aucune personne tuée pendant la soi-disant guerre contre le terrorisme par les États-Unis. Je ne pouvais penser à aucune d'entre elles qui n'était pas une personne de couleur. Pratiquement toutes les personnes tuées dans cette guerre contre le terrorisme ont été des personnes de couleur, et c'est caché à la vue de tous. Donc, quand je pense à savoir si les grands journaux américains ou d'autres ont publié des articles d'opinion à cet effet, le constat est non. Il y a en fait un silence remarquable sur quelque chose qui devrait être juste devant nous. Est-ce le seul facteur? Non. Les États-Unis bombardent-ils des pays parce que des personnes de couleur y vivent? Non, non. Mais lorsque les États-Unis bombardent des pays où vivent des personnes de couleur, cela devient plus facile parce qu'ils sont des personnes de couleur, en termes d'initiation et de poursuite de cette guerre dans la politique et les médias des États-Unis. C'est vraiment fondamental. Dolby Dubois, il y a un siècle ou plus, a écrit sur ce qu'il appelait la ligne de couleur comme le facteur déterminant du XXe siècle. À l'échelle mondiale, c'est certainement opératif en termes de XXIe siècle également. Et puis vous regardez, et cela entre en jeu en termes du 11 septembre et de ce qui s'est passé avec Israël et les Palestiniens au cours de l'année écoulée. Le lendemain de l'attaque du 7 octobre 2023 contre les Israéliens par le Hamas, qui était un terrible crime de guerre, tant l'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies que l'ambassadeur israélien aux États-Unis ont déclaré publiquement « c'est notre 11 septembre ». En surface, cela susciterait simplement de la sympathie et de la solidarité, etc. Mais l'aspect sinistre qui est devenu de manière prévisible un aspect énorme est que tant le président George W. Bush et les dirigeants des États-Unis que le premier ministre Benjamin Netanyahu et les dirigeants d'Israël ont pris ces événements comme un chèque en blanc, comme une licence pour tuer sans date d'expiration. Et c'est ce qui s'est passé juste après le 11 septembre, et qui se passe maintenant en termes de ce qu'Israël fait à Gaza, de plus en plus en Cisjordanie occupée également, ainsi qu'au Liban. Nous ne savons pas si ça va s'étendre encore plus à la Syrie ou à l'Iran, de manière concertée. C'est très insidieux, parce que ça suppose une prérogative. Si vous deviez le résumer, cela peut être résumé par la loi du plus fort. Donc, si vous enlevez tout le vernis et le bric-à-brac et le langage et l'éloquence, cela revient à la loi du plus fort, ce qui est complètement antithétique à ce que nous considérerions comme une sorte de sécurité mondiale et de droit international. Je souligne dans le livre que le secrétaire d'État Anthony Blinken, depuis plusieurs années, a voyagé à travers le monde et a parlé de l'impératif de ce qu'il décrit comme un ordre fondé sur des règles. La réalité est que, dans la pratique, la politique est « nous établissons les règles pour les États-Unis ». Nous établissons les règles et nous enfreignons les règles chaque fois que nous le voulons, chaque fois que nous le pouvons, lorsque cela sert ce que nous croyons être nos intérêts géopolitiques. Beaucoup de messages et de médias différents de la Maison-Blanche et du Congrès, ainsi que des médias américains et des médias alignés ailleurs dans le monde, sont, comme vous l'avez mentionné, lorsque les Russes bombardent un hôpital, c'est terrible ce qui est le cas.
that's terrible, which it is. When Israel bombs a hospital, which it has done many Quand Israël bombarde un hôpital, ce qu'il a fait de nombreuses fois à Gaza l'année dernière, c'est regrettable. Et la différence, c'est l'essence même de la propagande. C'est quand nous avons deux niveaux différents, ce que j'appelle dans le livre des couches de deuil, des niveaux de deuil, où le deuil de certaines personnes est vraiment assez insignifiant. Dans le grand schéma des choses, dans les médias américains, et encore plus au plus haut niveau du gouvernement américain, quelles que soient les croyances internes en termes de brandir le drapeau et de dénoncer les atrocités, quand les Ukrainiens souffrent, c'est une horrible atrocité. Et certainement, je dis que c'en est une. Quand les Palestiniens souffrent, c'est un tout autre récit. C'est dommage. Nous ressentons de la compassion, mais pas d'indignation. Pas de changement de politique en conséquence. Not outrage, not a change in policy as a result. Je me demande, je veux dire, c'est insultant pour des gens comme nous, qui regardons les actes, et pas nécessairement qui les commet ou en souffre, mais nous essayons de rassembler le monde en un tout complet. Cela nous insulte, n'est-ce pas, quand ces doubles standards et ces doubles récits sont créés. Mais ils fonctionnent. Ils fonctionnent au moins à une échelle suffisamment grande de la population pour permettre l'assaut de cela, n'est-ce pas? La seule chose qui a changé la guerre du Vietnam, c'était en fait les manifestations de masse dans la rue, et c'est l'opinion publique qui s'est décidément retournée contre elle, n'est-ce pas? Et nous voyons aussi comment les médias traditionnels actuels, c'est pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? Pas dans le courant dominant. Nous sommes dans les médias alternatifs. Comment le courant dominant fait toujours partie intégrante de cette machine de fabrication du consentement. Et nous voyons aussi comment le gouvernement américain et les gouvernements européens ont en fait peur de ces façons alternatives de parler de la guerre et de la paix et de la politique en général, et les qualifient de fausses nouvelles et de théories du complot, etc., parce qu'ils ne peuvent plus contrôler le récit. Les problèmes. La semaine dernière, John Kerry était dans une émission de débat et il a littéralement dit « Eh bien, nous avons un problème aux États-Unis. Le premier amendement est en quelque sorte un obstacle à la gouvernance parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et ce n'est plus aussi facile qu'avant de créer une compréhension commune des choses. Où voyez-vous ce développement aller? Parce que la meilleure chance que nous avons de corriger les récits est de faire cela, n'est-ce pas? Et d'avoir ces espaces alternatifs. Mais il me semble qu'ils deviennent de plus en plus rares. Et nous avons vu récemment aussi des répressions sur les réseaux sociaux pour encore une fois remettre tout le monde en ligne. Quelles sont vos attentes pour ce contrôle narratif du gouvernement? Je pense à un lac qui pourrait avoir de l'eau se déplaçant dans différentes directions à différents niveaux. Ainsi, à la base, il y a une opposition croissante, par exemple, à la guerre israélienne contre les Palestiniens, soutenue et armée par les États-Unis. Les sondages sont très clairs. Non seulement les jeunes, mais dans l'ensemble, le public américain souhaite un embargo sur les armes à destination d'Israël. C'est absolument hors de question pour les dirigeants du gouvernement américain. Et vous avez utilisé le mot « insulte », que je trouve tout à fait approprié, car les doubles standards sont si extrêmes. Ce que George Orwell appelait la double pensée et la novlangue peut être compris par un raisonnement intellectuel de base, ou le bon sens pour ainsi dire, comme étant ridicule, absurde et contradictoire. Quand on nous dit de l'accepter, ne me matter de nous taire et prétendre que contradiction n'existe pas, c'est une insulte. C'est une insulte à notre intelligence. C'est une insulte à notre humanité, vraiment. Il y a une insensibilité qui est progressivement créée et renforcée. Et si on nous dit, ouvertement, subtilement, tacitement, par des silences et par des emphases,
que la vie de certaines personnes n'a vraiment pas d'importance. Même si, ou surtout si, le gouvernement américain aide à les tuer, alors il y a essentiellement un processus de corrosion spirituelle, morale, éthique ou psychologique. C'est donc un parallèle constant avec la guerre militaire et les dépenses militaires extrêmes des États-Unis. Il y a cette sorte de guerre psychologique. C'est un siège sur les fondations éthiques des gens. Et les jeunes dans l'ensemble, en termes de pourcentage et en regardant l'activisme aux États-Unis, se sont rebellés contre cela. Au début de cette année, lorsque les campus ont éclaté avec des manifestations principalement non violentes, des prises de contrôle de bâtiments universitaires et des campements, les étudiants ont insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas là seulement pour lire des livres et discuter d'idées. Ils étaient là pour essayer de retenir leur propre gouvernement d'aider à massacrer des civils à Gaza. La réponse de nombreuses administrations, y compris celle d'universités prestigieuses comme l'Université Columbia à New York, a été de réprimer sévèrement. Cependant, elles étaient déstabilisées, incertaines de ce qu'il fallait faire, et elles ne l'ont pas très bien géré. Elles étaient parfois dépassées ou déjouées, contournées. Et donc ils ont passé l'été, ces administrateurs, souvent en étroite collaboration avec leur conseil d'administration, leurs donateurs, parfois multimillionnaires, et ils ont élaboré une stratégie. Et ici, alors que nous parlons à mi-chemin de l'automne 2024, la répression est très sévère, et les étudiants sont menacés de toutes sortes de choses. Il y a des campus où les manifestations sont interdites. À l'Université Columbia à New York, vous avez besoin d'une pièce d'identité pour même entrer sur le campus. C'est une façon de sceller presque hermétiquement ce supposé bastion de la recherche académique. Et je pense que c'est ce qui se passe lorsque nous grattons la surface de ce qui est censé être une société de discours tolérante, libérale, par toute définition, démocratique. Peut-être parlons-en, parce que certaines choses changent actuellement. Et bien sûr, ces manifestations aux États-Unis sur les campus, qui d'ailleurs ont inspiré des manifestations sur les campus du monde entier. Je dois féliciter ces étudiants aux États-Unis, qui me redonnent vraiment foi en l'humanité, et inspirent ensuite d'autres à les suivre. Je veux dire, les États-Unis ont cette capacité de diriger aussi dans la société civile, de manière très très positive. Donc c'était un événement fantastique. Et la répression est bien sûr un signe de faiblesse, pas un signe de force. C'est surtout un signe de faiblesse du récit. Et nous voyons d'autres fissures que nous n'avions tout simplement pas vues auparavant, pas nécessairement directement liées à Israël et Gaza, mais le fait que Donald Trump est maintenant sous enquête par le ministère de la Justice. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. Jamais auparavant, un président américain n'a été devant un juge, n'est-ce pas? Et on peut voir comment les démocrates ont très peur de cet exemple qu'ils sont en train de donner et accusent déjà préventivement Donald Trump de vouloir leur faire la même chose s'il arrive un jour au pouvoir. Il me semble donc que les structures internes traversent actuellement des fissures qui pourraient menacer le système. Est-ce que c'est juste un vœu pieux de ma part? Ou voyez-vous aussi des changements que, tout comme il y a 20 ans, ou pendant la guerre du Vietnam, nous n'avons pas connus? Nous n'avons pas eu ce type de moment où le système, je veux dire les différentes forces, se répriment mutuellement si durement. Eh bien, il y a eu, vous savez, périodiquement beaucoup de turbulences. Comme vous le dites, pendant la guerre du Vietnam, il y a eu beaucoup de conflits au fur et à mesure que la guerre avançait. C'était encadré en termes de différences générationnelles. Une chose intéressante que j'ai découverte récemment est que si vous regardez le sondage Gallup supposément autoritaire, nous avions des jeunes qui menaient visiblement les efforts anti-guerre, souvent de manière très spectaculaire. Mais dans l'ensemble,
les jeunes soutenaient la guerre au Vietnam plus que les Américains plus âgés, ce qui m'a surpris. Quand on y pense, c'est en partie, je pense, parce que les personnes âgées avaient vécu, d'une manière ou d'une autre, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, et elles comprenaient que les guerres n'étaient pas des abstractions. C'est différent maintenant. Les jeunes sont plus contre la guerre en Israël, par exemple, que les personnes plus âgées. C'est drôle. Vous savez, juste un petit aperçu de ma chaîne, parce que YouTube, Google, nous montre les données démographiques des personnes qu'ils connaissent. Et la majorité de mes spectateurs appartient à votre tranche d'âge. C'est comme 60 ans et plus. Cela représente plus de 50% ou 60% de l'audience de ma chaîne. Donc, en ce qui concerne cet espace médiatique, du moins sur YouTube, c'est la génération plus âgée avec qui ces discussions semblent résonner davantage. Mais cela ne signifie pas que la jeune génération n'est pas aussi anti-guerre. Ils traînent juste dans différents réseaux, je suppose. Pensez-vous que nous nous rapprochons d'un point où ce contrôle du récit se brise vraiment? Sommes-nous en train de nous rapprocher d'un point où nous pouvons dire, comme non, nous pouvons maintenant distribuer messages anti-guerre plus facilement? Eh bien, je pense que cela varie vraiment en termes de différents moyens de communication. Et pour, je pense, une variété de raisons, remontant à l'esclavage, les tendances politiques démographiques dans différents États et régions varient vraiment largement. Si j'étais, disons, dans les États du sud des États-Unis, comme l'Alabama ou le Mississippi, c'est simplement beaucoup plus militariste, plus raciste et moins ouvert à la pensée progressiste. Il n'y a pas d'utopie nulle part en termes d'engagement progressiste. Mais certainement là où je vis, dans la région de San Francisco, c'est une atmosphère très différente. Donc je pense qu'il y a beaucoup de couches différentes, et dans une certaine mesure, c'est extraordinairement balkanisé socialement. Et donc, nous avons ce qu'on appelle les guerres culturelles qui n'étaient pas aussi explicites durant les années 1960 ou 70. Je me souviens juste, oui, il y avait des hippies et ceci et cela, mais il y avait très peu de tumulte concernant les droits reproductifs et l'avortement. Il n'y avait pas autant de pouvoir exercé politiquement par un mouvement évangélique de droite. Et les années 1980 ont marqué une sorte de changement radical. C'est donc un véritable tourbillon de différents aspects culturels, économiques, politiques et militaires qui sont en collision. Et nous voyons cela en ce moment avec, alors que nous parlons, un manque total de clarté quant à savoir même qui est en tête politiquement dans la course présidentielle. Nous ne savons pas. C'est probablement un pile ou face entre Trump et Harris. Et c'est là où nous en sommes. Oui, je trouve cela aussi vraiment intéressant. Je veux dire, je perds aussi la capacité de comprendre ce qui se passe actuellement, parce que je ne peux plus rien croire. Je veux dire, soit le New York Times, parce qu'ils mentent évidemment, et les choses que nous voyons en ligne. Nous devons être prudents, parce que même les personnes avec les meilleures intentions, comme vous et moi, peuvent se tromper, n'est-ce pas? Nous pouvons simplement les mal comprendre, et ensuite nous reproduisons naturellement quelque chose que nous avons mal compris. Je veux dire, pas par mauvaise intention, mais c'est vraiment difficile. C'est pourquoi nous traversons une crise d'analyse, n'est-ce pas? De compréhension du monde. Comment abordez-vous cela lorsque vous regardez les nouvelles? Comment essayez-vous de discerner ce que vous pouvez croire de ce que vous ne pouvez pas? Eh bien, c'est un défi. Je veux dire, en considérant les sources et la propension d'un média particulier à n'avoir qu'un certain type de source. Et si vous regardez cela dans son ensemble, la plupart des médias,
auront une gamme assez étroite. Et je pense que c'est dangereux, surtout parce qu'il y a une superstructure médiatique globale qui a un certain consensus. Et au sein de ce consensus, il y a un débat dans des limites étroites. Je veux dire, pour donner quelques exemples, le capitalisme est bon. Je veux dire, c'est juste une sorte de donnée, et que la recherche de profit est vraiment bonne, et qu'il ne devrait pas être remis en question que les entreprises ont la responsabilité de faire autant de profit que possible. Un autre domaine dont nous avons parlé est que le gouvernement américain a non seulement le droit, mais aussi la responsabilité d'affirmer son influence dans le monde et d'atteindre ses objectifs autant que possible. Bien sûr, en essayant d'éviter la guerre, mais si nécessaire, en allant à la guerre. Cela est très largement admis, bien que je pense que c'est moins le cas parmi les jeunes qui ont été radicalisés et ont acquis plus de clarté en voyant le rôle des États-Unis en termes d'aide à Israël, par exemple. Donc je veux dire, il n'y a pas d'évangile. Je ne prétendrai jamais être une source de sagesse particulière, sauf pour dire que nous essayons de cerner cela du mieux que nous pouvons. Et la tendance se dirige essentiellement vers la catastrophe. Sur le climat, par exemple, accepter le statu quo, c'est accepter un changement climatique cataclysmique sur la planète pour tous les êtres. Et c'est là où nous en sommes. Je pense que toute sagesse conventionnelle qui dit que c'est acceptable, que ce soit une question de combustible fossile, de ne pas vraiment appliquer des normes strictes de réglementation, et ainsi de suite, ou que ce soit nécessaire pour les États-Unis de moderniser leur arsenal nucléaire, est insensé. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, la France, et même 3 ou 4 autres pays avec des armes nucléaires, comme Israël et la Corée du Nord, sont déjà omnicidaires. L'omnicide étant la destruction de presque toute vie humaine. Et pourtant, les États-Unis ont planifié, avec leur budget, environ 2000 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années, sous le euphémisme de modernisation pour rééquiper leur armement nucléaire. C'est une sagesse conventionnelle qui dit que c'est acceptable. Oui, et nous connaissons l'impact du complexe militaro-industriel sur la prise de décision, parce que c'est une porte tournante, et ils se donnent tous beaucoup d'argent. Tout cela a été cartographié. Ce qui me fascine cependant, c'est que vous avez des croyances contradictoires dans la société, qui, je pense, sont toutes deux très importantes. Prenons simplement celles concernant les médias. Car ces croyances contradictoires, je ne comprends toujours pas comment, dans la société, vous les faites fonctionner ensemble correctement. L'une est que les médias, les journaux, existent pour tenir les puissants responsables, n'est-ce pas? Et la devise du Washington Post est « La démocratie meurt dans l'obscurité ». Oui, la démocratie meurt dans l'obscurité. Ils ont adopté cela après l'arrivée de Trump. Oui, ils ont ça là-bas. D'accord. Et c'est tellement mignon. C'est tellement adorable. Mais en même temps, ces mêmes personnes deviennent des sténographes de ce qu'on leur donne. Et dans votre livre, vous montrez magnifiquement des personnes comme Jen Psaki, et ainsi de suite, et toute la presse de la Maison-Blanche. Comment s'appelle-t-il? D'accord. Comment ils mentent à maintes reprises. Et quand, même une seule fois, il y a un peu de résistance de la part des médias traditionnels, ils se mettent immédiatement en colère et vous demandent « Eh bien, nous croyez-vous ou croyez-vous les terroristes ?» Je veux dire, voulez-vous croire votre gouvernement ou les terroristes? D'où vient cette idée qu'en même temps, cela semble être une chose patriotique à faire? La chose patriotique est de croire mon gouvernement, alors que vous savez aussi que la presse devrait les tenir responsables. Sympathethwaxma. Eh bien, le sénateur J. William Fulbright, qui est devenu un opposant à la guerre du Vietnam au milieu des années 1960, a écrit un livre intitulé « The Arrogance of Power ».
Et c'est une expression très appropriée car les personnes au pouvoir deviennent arrogantes. La centralisation du pouvoir est un énorme danger pour toutes sortes de crimes et de tromperies. Le grand journaliste américain E.F. Stone a dit « Tous les gouvernements mentent et rien de ce qu'ils disent ne devrait être cru. » Il ne disait pas que chaque gouvernement ment tout le temps, ou que chaque gouvernement ment au même degré ou avec les mêmes conséquences, mais il disait que tous les gouvernements, à un moment ou à un autre, dans une certaine mesure pour certaines conséquences, trompent. Cela fait partie du travail. C'est la responsabilité perçue, auto-perçue. Et je ne dis pas cela pour dénigrer le gouvernement, car je pense que l'idée de gouvernement démocratique est très importante. Contrairement aux entreprises, qui par définition sont antidémocratiques, elles n'ont aucun intérêt pour la démocratie. Cela dépend des personnes dans les conseils d'administration. Comme on dit, ce bateau a déjà levé l'ancre. Il n'y a pas de démocratie dans un concept d'entreprise. Alors que les gouvernements ont le potentiel, et certains d'entre eux ont en fait des aspects très importants de la démocratie, qui sont attaqués par ces mêmes entités, ces entreprises qui sont antithétiques à la démocratie. La retenue de l'électorat, du peuple, si vous voulez, n'est pas bien vue par ceux qui veulent gagner beaucoup plus d'argent et de profit pour leurs actionnaires, pour leurs parties prenantes. J'oublie le nom de l'entreprise qui gère Fukushima au Japon. TEPCO, Tokyo Electric Power. Je veux dire, ils ont menti. Ils voyaient cela comme leur travail de mentir. Eh bien, je veux dire, vous pouvez avancer de plusieurs décennies jusqu'en 1979, lorsque la centrale nucléaire de 3 Mile Island a eu un accident très grave. Le gouverneur a menti. La compagnie d'électricité a menti. C'était réflexe. En 1986, avec la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine, c'était terrible. Et le gouvernement soviétique a menti. Les autorités, c'est juste ce qu'ils font. Ils considèrent que c'est leur travail. L'argument contraire est toujours le même. Regardez, de temps en temps, nous devons peut-être déformer un peu la réalité de ce qui s'est réellement passé. Mais nous le faisons pour vous protéger. Parce que vous, petit agneau, avez besoin de tant de protection, parce que vous êtes trop stupide pour comprendre comment le monde fonctionne vraiment. Nous le comprenons. Alors nous déformons la réalité pour vous protéger. C'est dans votre intérêt. Et c'est pour l'international, la sécurité nationale. Oui. Eh bien, le sociologue C. Wright Mills appelait cela le réalisme farfelu. Et ce sont les hommes, généralement des hommes, qui prétendent savoir mieux que quiconque, qui nous mènent d'une catastrophe à une autre. Le journaliste David Halberstam a écrit un livre sur ceux qui ont intensifié la guerre du Vietnam, et il l'a intitulé « The Best and the Brightest ». Je veux dire, ils ne sont pas allés dans un collège qui n'est pas très bien considéré. Ils sont allés à Harvard, ils sont allés à Yale, ils sont allés dans les écoles soi-disant les meilleures, je crois. Et le fait d'avoir un intellect très affûté ne nous garantit absolument rien. C'est une question de valeur. Martin Luther King Jr. a décrit ce qu'il appelait, comment disait-il? Il a dit « des missiles guidés et des hommes égarés ». Et donc nous avons beaucoup de ces personnes à la tête des gouvernements à travers le monde. Et corrigez-moi si je me trompe. Mais mon expérience personnelle est que ce n'est pas une question d'exposition académique qui détermine si quelqu'un raisonne bien, pas seulement ce qu'il sait, mais comment il pense. J'ai tellement d'amis qui ne sont jamais allés à l'université et qui pensent bien. Ce sont des êtres logiques qui voient aussi le monde et parviennent à voir les contradictions. Et en même temps, je connais des universitaires qui sont tellement absorbés par ce qu'ils font que l'un d'eux m'a récemment dit « Vous savez, je suis juste un humble lecteur du New York Times. » Et cette phrase seule m'a dit que d'accord, je pense que vous pourriez croire un peu trop. Mais il y en a d'autres qui sont très critiques.
quelle est cette capacité? Yeah, There's yeah. others who are highly critical. What is I'd that say capacity? I think academic background and Je pense que le parcours académique et la sagesse, pour ainsi dire, sont des variables indépendantes. really know very little. Et nous savons vraiment très peu de choses sur la moralité, la cohérence ou même la logique, si vous voulez. Une partie de cela est la question du privilège. Il est vraiment difficile d'y renoncer lorsque vous risquez de perdre une partie de votre privilège en étant plus logique, pour ainsi dire. Une façon de le dire est qu'il est difficile de mordre la main qui signe votre chèque de paie. Et je reconnais que maintenant les chèques de paie sont souvent générés électroniquement. Peut-être qu'ils ne sont pas signés. Donc la métaphore n'est peut-être pas aussi bonne qu'avant. Mais c'est certainement vrai pour les journalistes. Et j'ai remarqué cela, qu'il y a beaucoup de journalistes américains dans les médias les plus prestigieux. Lorsqu'il y a une guerre, ils vont dans la zone de guerre. Ils sont très courageux, certains d'entre eux sont blessés, parfois même tués. Et puis ils rentrent chez eux et retournent à la salle de rédaction, et ils ont peur de leur rédacteur en chef. Le professionnalisme est assimilé à la montée en grade, et, comme je le documente dans le livre, c'est vraiment une impasse en termes de réputation et de carrière si vous allez contester ce qui est considéré comme la vision appropriée de la politique étrangère des États-Unis, si vous couvrez la politique étrangère. Très peu de journalistes vont à contre-courant de manière significative. Il y a des querelles qui se produisent, mais les querelles ne remettent pas en cause les prérogatives fondamentales du gouvernement américain de faire la guerre et d'essayer de faire tout ce qu'il peut, franchement, pour manipuler les événements dans le monde entier. Oui, je veux dire, il y a tellement de mécanismes sociologiques qui entrent en jeu pour diriger ces groupes de personnes, n'est-ce pas? Peut-être un dernier qui m'est assez cher, également en ce qui concerne le nom de cette chaîne. Il y a aussi cela. Chaque fois que de nouvelles guerres commencent et s'éternisent, il y a encore et encore cette idée que c'est avec nous ou contre nous. Je veux dire, George Bush Jr. l'a même littéralement dit. Mais vous le voyez revenir encore et encore. C'est comme, vous savez, il faut choisir un camp. Et c'est quelque chose qui va changer maintenant. Parce qu'avec cette nouvelle multipolarité dans laquelle nous nous trouvons, et la force du Sud global, de ne pas simplement suivre, mais de compter en termes économiques, mais aussi en termes militaires, etc., c'est un nouveau facteur. Et c'est quelque chose que j'appelle, vous savez, neutre. Quand vous avez votre propre position, pas neutre dans le sens de ne rien faire, mais de ne pas faire ce que les deux autres salauds vous disent de faire. Mais il y a un facteur psychologique, n'est-ce pas? Le « avec nous » ou « contre nous ». Avez-vous des réflexions à ce sujet, sur la façon dont cela fonctionne dans le système américain, que vous êtes capable de monter en épingle tout ce qui n'est pas pour vous comme étant contre vous? Oh, beaucoup. Juste après le 11 septembre, le président George W. Bush a dit « Vous êtes soit avec nous, soit contre nous ». Certains qui seraient un peu critiques iraient au dictionnaire et diraient que c'est manichéen. Cela divise le monde en bon et mauvais, le mal et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a eu une résurgence de cela dans beaucoup de discours dans les médias et la politique aux États-Unis à cause de la guerre froide. Cela est venu même avant que les États-Unis ne condamnent l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, la Russie est mauvaise, entendons-nous beaucoup. C'est plus à la mode de dire « axe du mal », c'était il y a 20-25 ans. Mais nous entendons que c'est la Corée du Nord, la Chine, l'Iran et la Russie. Et c'est un concept très réconfortant, sauf qu'il ne traite pas vraiment du monde réel. Ça dit simplement que nous ne les aimons pas et qu'ils nous gênent. Je veux dire, pouvez-vous imaginer? L'idée que la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et la Russie aient tous les mêmes intérêts géopolitiques est un peu ridicule.
mais cela fonctionne à travers le prisme de, encore une fois, vous êtes avec nous ou contre nous. Si vous pensez à il y a 40, 50 ans environ, il a émergé ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés. Même la France a eu des problèmes en termes de médias et de politique aux États-Unis, parce que vous aviez Charles de Gaulle et d'autres en France un peu plus tard et ils ne voulaient pas s'aligner. Je pense que c'était Chirac, le chef de la France, qui n'était pas aligné avec l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Nous parlons donc de 2002, début 2003. Le président français dit « Je ne pense pas que les États-Unis devraient envahir l'Irak ». Et il y a eu de la colère aux États-Unis. En fait, il y avait un membre du Congrès qui a fait changer le nom des frites françaises en frites de la liberté à la cafétéria du Congrès américain. C'est à quel point ils étaient indignés. Il s'appelait Walter Jones. Il était en fait un conservateur. Et il s'est excusé plus tard lorsqu'il a réalisé que cette guerre en Irak était si horrible. Et je pense que c'est, dans une large mesure, là où nous en sommes maintenant, en termes de domination de la propagande de tant de messages aux États-Unis. Et malheureusement, à cause de ce qui s'est passé après le 7 octobre 2023, cela a été renforcé maintenant dans les médias et la politique aux États-Unis. Et il est absurde de prétendre qu'Israël est d'une certaine manière du bon côté, alors qu'Israël est engagé, selon de nombreuses définitions, non seulement dans le nettoyage ethnique, mais aussi dans le génocide à Gaza. Les choses sont vraiment un peu sens dessus-dessous, comme vous l'avez évoqué plus tôt. Il y a une expression dans le monde de la musique parmi les musiciens de blues qui disent « Vous pouvez avoir l'impression de vous perdre, mais vous ne le ferez pas si vous connaissez le blues ». Je pense qu'en termes d'essayer de démêler les événements et les valeurs les plus importantes à poursuivre sur cette planète, si nous avons une norme unique et cohérente des droits de l'homme, c'est le chemin à suivre. Sinon, tout devient fou et les courants croisés de la propagande nous feront simplement dévier de notre cap. Et pas le discours sur les droits de l'homme abusé, qui est comme appliquer nos droits de l'homme où nous vous bombardons, mais les vrais droits de l'homme, qui est en fait quelque chose que beaucoup de pays, surtout dans le sud global, veulent. Je veux dire, les États africains sont assez champions dans le développement des normes des droits de l'homme, n'est-ce pas? Et aussi dans le développement de mécanismes. Donc c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent. Je veux dire, le droit international est quelque chose que beaucoup de gens veulent, surtout dans les petits pays. Le problème est qu'il y a toujours un moyen d'abuser de certains concepts, surtout quand vous en avez deux, n'est-ce pas? Vous avez le droit à l'autodétermination et vous avez le droit souverain. Et ensuite, celui qui correspond actuellement à vos besoins, vous le prenez. Dans le cas du Kosovo, vous savez, l'autodétermination l'emporte sur le droit souverain de la Serbie de gouverner son territoire. Dans le cas de l'Ukraine, le droit souverain de l'Ukraine l'emporte sur l'autodétermination du Donbass. Donc cette mentalité de choisir et de prendre est quelque chose qui doit cesser. Oh, absolument. Et quand vous parlez du Kosovo, cela me rappelle. En 1999, lors du bombardement de la Yougoslavie et du Kosovo par l'OTAN, dirigé par les États-Unis, qui a duré 68 jours, si je me souviens bien, le président Bill Clinton a prononcé des discours, notamment au cimetière national d'Arlington, où il a déclaré catégoriquement que les États-Unis s'opposent fermement au nettoyage ethnique. Nous ne pouvons absolument pas le tolérer. Et si un nettoyage ethnique a lieu, nous avons la responsabilité de faire la guerre pour y mettre fin. Vous avancez rapidement jusqu'à cette année. Les États-Unis arment le gouvernement israélien qui, par toute définition, poursuit un nettoyage ethnique massif en Cisjordanie et maintenant à Gaza. Cela nous ramène à Humpty Dumpty et Alice au pays des merveilles, où permettre, faciliter ou approuver l'idée qu'un mot peut signifier ce que vous voulez à tout moment,
nous entraîne dans une spirale de démagogie et vraiment psychologiquement quelque chose proche de la folie. L'alternative est de dire, vous savez, nous ne sommes pas ici pour propager de la propagande. Nous sommes ici pour avoir un standard unique. Oui, et nous sommes ici pour essayer de faire en sorte que cela fonctionne pour tout le monde, et pas seulement pour quelques-uns, n'est-ce pas? Et c'est une lutte que l'humanité affronte depuis toujours. Absolument. Et les élites et bien sûr les questions de classe aux États-Unis, sans parler du niveau mondial, sont des sujets qui n'intéressent pas beaucoup les médias américains, pas les médias de masse. Je veux dire, il y a eu plus de volonté de parler du racisme, pas suffisamment, mais du racisme systémique. Nous n'entendons rien sur le militarisme systémique de la part des médias de masse américains, et vraiment rien sur le biais de classe systémique, qui, après tout, est une question de vie ou de mort pour tant de personnes aux États-Unis, sans parler du reste du monde. Vous avez tout à fait raison, et c'est ce dont nous devrions discuter davantage. Mais nous manquons de temps. J'espère que nous pourrons le faire lors d'une deuxième discussion dans un avenir proche. Mais je voudrais vous remercier, Norman Solomon. Tout le monde, allez consulter ses livres. Vous les trouverez dans toutes les librairies populaires, en ligne ou en personne. Norman, y a-t-il un endroit où les gens devraient aller pour vous suivre, Twitter ou tout autre réseau social? Oh, eh bien, les gens sont invités à visiter mon site web, normansolomon.com, et aussi ils peuvent en savoir plus sur War Made Invisible en allant sur le site warmadeinvisible.org. Et Pascal, j'ai vraiment apprécié la conversation. Merci beaucoup pour cela. À la prochaine, Norman. Mever.